Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, nous allons voir les trois lois de Kepler. Ces trois lois de Kepler, elles permettent d'étudier les mouvements des planètes et des satellites. Alors ça peut être un mouvement de planètes, l'étude du mouvement des planètes autour du Soleil, ou on peut utiliser ces lois pour étudier le mouvement de satellites autour de la Terre. Alors autour de la Terre ou autour d'une autre planète. Alors historiquement, Kepler, il a énoncé ses lois en étudiant le mouvement des planètes autour du Soleil. Alors, mais elles sont aussi valables pour le mouvement de satellites autour de la Terre, par exemple. Alors tout dépend évidemment dans quel référentiel on va se situer. Donc si on étudie le mouvement des planètes autour du Soleil, ça c'est ce qu'on appelle le référentiel héliocentrique. Alors, je ne vais même pas l'écrire, il est écrit sur mon document, donc le référentiel héliocentrique. Donc on va considérer que le Soleil est fixe, et on va étudier donc le mouvement des planètes qui tournent autour du Soleil par rapport au Soleil, considéré comme fixe. Ou alors, on pourra étudier le mouvement de satellites autour de la Terre. Alors, quand je dis satellite autour de la Terre, évidemment, le satellite naturel qui est la Lune, mais ça peut être aussi des satellites artificiels. Alors, il y a un satellite artificiel très connu, c'est la Station Spatiale Internationale, l'ISS. Donc, on pourrait très bien étudier le mouvement de l'ISS par rapport à la Terre. Dans ce cas-là, c'est la Terre que l'on va considérer fixe et on va étudier le mouvement de ces satellites autour de la Terre. Ça, c'est le référentiel qu'on appelle géocentrique. Il est situé, il est plaqué, le centre du référentiel est au centre de la Terre. Alors, ces lois de Kepler, ces trois lois de Kepler permettent d'étudier et de tirer quelques propriétés de ces mouvements. Alors, historiquement, Kepler il a énoncé ces lois après que Nicolas Copernic ait énoncé et établi son système dans lequel il énonçait que les planètes tournaient autour du Soleil, que le Soleil était fixe et que les planètes tournaient donc autour du Soleil. Et Johannes Kepler, lui, il va, grâce à des observations, il va mettre en évidence confirmer l'hypothèse de Copernic, que ce sont bien les planètes qui tournent autour du Soleil, et en plus en déduire quelques propriétés de leur mouvement. Ces propriétés, donc il y en a trois, et ce sont donc les trois lois de Kepler. Bien, alors, commençons par la première loi. Alors la première loi, elle porte un nom, c'est ce qu'on appelle la loi des orbites. On va l'appeler tout simplement première loi de Kepler, donc la loi des orbites. Cette loi, elle a été énoncée en 1609, donc on est bien au XVIIe siècle. Cette loi, elle dit la chose suivante, elle dit que la trajectoire des planètes autour du Soleil n'est pas un cercle, comme l'avait affirmé Copernic dans ses premières conclusions. Donc n'est pas un cercle mais une ellipse. Alors une ellipse, voilà en gros à quoi ça ressemble. Voilà. Donc une ellipse, c'est un outil mathématique, c'est un espèce de cercle un petit peu aplati. L'ellipse, elle est caractérisée par deux points importants qu'on appelle les foyers, donc F1 et F2, qui sont représentés donc ici, F1 et F2. Donc ça, ce sont les foyers. Et Kepler dit que la trajectoire des planètes autour du Soleil est une ellipse dont justement le Soleil, vous le voyez ici, dont le Soleil est à la place d'un des foyers. Voilà, ça c'est la loi des orbites, donc c'est pas vraiment un cercle. Alors il a fait des études, il a réussi à déceler ces variations de distance par rapport au Soleil en étudiant la planète Mars. Voilà, donc la première loi c'est celle-ci, c'est que la trajectoire des planètes, ce sont des ellipses. Alors ensuite la deuxième loi de Kepler, on va se placer ici. Donc la deuxième loi de Kepler, on l'appelle celle-ci la loi des airs. Donc la deuxième loi de Kepler. Donc c'est la loi des airs, elle a été énoncée elle aussi en 1609. Alors même si historiquement, en fait c'est cette loi-là qui a été énoncée avant la précédente, mais bon c'est pas grave. Je mets un accent, il n'y a pas d'accent. Alors la loi des airs, elle explique le phénomène suivant, la chose suivante. Alors je vous montre sur
sur ce graphique. Si on s'intéresse à la trajectoire suivie par une planète pendant des intervalles de temps identiques, imaginons qu'on s'intéresse à la trajectoire suivie par la Terre autour du Soleil pendant plusieurs jours. Et on prend une durée identique. On va avoir une durée de trajectoire, je vais la noter delta t ici, une durée de trajectoire ici, une durée ici, et c'est la même, delta t. Eh bien, Kepler dit la chose suivante: pendant cet intervalle de temps, pendant des intervalles de temps réguliers, la planète va balayer les mêmes aires, quelle que soit sa position sur l'orbite. Donc vous voyez que pendant cet intervalle de temps, je m'explique, si je prends la première partie ici qui est en bleu, la planète a parcouru cette distance-là pendant un intervalle de temps. Eh bien, on pourrait tracer, on va tracer une figure un petit peu bizarre là qui passe par le foyer du Soleil et on a une surface qui est représentée en bleu, qui est notée ici RA1. Eh bien, si on s'intéresse au mouvement de la Terre un petit peu plus tard, par exemple quand la Terre est sur cette position-là de l'orbite, on regarde la distance qu'elle parcourt pendant toujours ce même intervalle de temps, on trace l'aire équivalente, on obtient l'aire A2, on fait ça un petit peu plus tard, on obtient l'aire A3, et un petit peu plus tard l'aire A4 qui est représentée ici en rose. Eh bien Kepler dit que l'aire A1, l'aire A2, A3 et A4 sont égales. Donc ce sont les mêmes aires ont été balayées par la planète. Alors ça a une conséquence, parce que si vous regardez la forme elliptique de la trajectoire, ça sous-entend quand même que la distance qui a été parcourue par la planète là, pendant cet intervalle de temps là, pour parcourir le morceau de l'aire A1, vous voyez que cette distance, elle est forcément plus grande que la distance parcourue par la planète ici pour balayer l'aire A2. Si je représente, pour que vous voyez bien, je vais représenter ça en jaune. Si je représente ça en jaune, vous voyez bien que cette distance-là, elle est plus grande que cette distance-là. Bon, ces deux-là sont à peu près identiques. Et là, on a une distance qui est à nouveau plus grande. Eh bien, ça a une conséquence, c'est que si dans un même intervalle de temps, la distance parcourue est plus grande, eh bien ça veut tout simplement dire que la vitesse de la planète varie sur la trajectoire. Et on constate quoi? Eh bien on constate que la vitesse de la planète, elle va diminuer. Plus la planète va s'éloigner du foyer, la vitesse va diminuer. Quand la planète va se rapprocher du foyer, sa vitesse va augmenter. Donc c'est la conséquence qui est très importante de cette loi, c'est que la vitesse de la planète, ou des planètes, est variable. Donc la vitesse des planètes est variable. Quand la planète se rapproche du foyer, la vitesse augmente, donc la vitesse va augmenter quand la planète se rapproche du foyer, donc autrement dit du Soleil, et la vitesse de la planète va diminuer quand la planète s'éloigne du foyer, autrement dit du Soleil. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième loi de Kepler. Bien, et maintenant la troisième loi. Alors la troisième loi de Kepler, c'est ce qu'on appelle la loi des périodes. Donc la troisième loi de Kepler, c'est la loi des périodes. Elle date de 1618. Alors celle-ci est pour moi la plus impressionnante. Je fais ça proprement quand même. Cette loi, oui, elle est assez particulière. Cette loi de Kepler, alors cette troisième loi, pour vous l'expliquer, je vais vous montrer une petite représentation. Ça tiendra pas sur mon écran. On va faire ça comme ça. Voilà. Alors ici sur cette représentation, vous avez donc le Soleil qui est au centre et vous avez les trajectoires des différentes planètes. Donc Mercure, alors elles y sont pas toutes. Il y a Mercure, Vénus, la Terre et la dernière ici Mars. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce ne sont pas des trajectoires purement circulaires, ce sont des trajectoires elliptiques. Vous verrez, alors on verra que selon les planètes que l'on étudie, si par exemple on étudie la Terre, le mouvement de la Terre par rapport au Soleil, on voit quand même que la trajectoire, elle se rapproche beaucoup d'un cercle. Donc c'est pas un cercle parfait, mais vous verrez dans les exercices, on considérera quand même très souvent que la Terre a une trajectoire circulaire autour du Soleil. Bref, considérons que ces trajectoires sont bien donc effectivement elliptiques.
Je vous rappelle que l'ellipse est caractérisée par son grand axe. Donc l'ellipse, elle va être caractérisée par son grand axe qui est noté A. Alors, on étudie le grand axe, en fait, ce qu'on note en mathématiques, le grand axe, en fait, il mesure 2A. La mesure du grand axe, la mesure A, pardon, c'est ce qu'on appelle le demi-grand axe. Bon, vous allez voir, bon, ça n'a pas énormément d'importance, mais vous allez voir quand même pourquoi après. Donc A, le demi-grand axe. Donc si par exemple je m'intéresse au demi-grand axe de Mercure, le demi-grand axe de Mercure, il est là. Donc ce sera la distance, enfin, le grand axe de Mercure est là, je coupe en deux et ça me donne la valeur de mon demi-grand axe. Hein. Donc ça, c'est le grand axe, c'est le côté le plus grand de l'ellipse. Eh bien, Kepler a remarqué la chose suivante. Donc si on mesure, si on obtient ces valeurs de A, donc du demi-grand axe, donc elles sont notées ici, hein, pour Mercure, pour Vénus, pour la Terre et pour Mars, donc vous les avez représentées ici. Si on s'intéresse à la durée d'un tour de chacune de ces planètes, donc la durée d'un tour. Alors la durée d'un tour, hein, vu que c'est un mouvement périodique, finalement, en physique, c'est ce qu'on appelle tout simplement une période. Et la période, en physique, on la note T, elle se mesure en secondes. Eh bien, Kepler a démontré la chose suivante, c'est que si on s'intéresse à toutes les planètes qui tournent autour du Soleil, eh bien, à chaque fois que l'on va faire l'opération suivante, c'est-à-dire A au cube divisé par T au carré, eh bien, si on fait ça pour toutes les planètes du système solaire, on va obtenir la même valeur. On va obtenir une valeur constante. Alors attention, cette valeur, elle est constante pour toutes les planètes du système solaire. Voilà, alors ça c'est quand même assez particulier. Hein, on a une relation entre la trajectoire et la durée du tour de ces planètes autour du Soleil. Donc si on étudie la trajectoire de toutes les planètes, on obtient ce A cube sur T carré qui est égal à une constante. Mais si je m'intéresse à la trajectoire, je sais pas, de différents satellites, si je prends différents satellites terrestres et que on mesure le demi-grand axe de leur trajectoire et la durée d'un tour de ces satellites. Et bien à chaque fois que l'on va faire A au cube divisé par T au carré, et ben on va obtenir la même chose. Alors une constante. Alors attention, cette constante ne sera pas la même constante que le mouvement des planètes autour du système solaire, hein, autour du Soleil, pardon. Mais si je m'intéresse uniquement aux satellites terrestres, eh bien on va avoir une valeur de constante. Alors je sais pas, je vais la noter 1 par exemple, une constante 1. Si je m'intéresse, c'est ça qu'il faut comprendre, si je m'intéresse par exemple à tous les satellites qui tournent par exemple autour de Jupiter, eh bien la troisième loi de Kepler nous dit que pour chacun de ces satellites, A au cube divisé au carré sera aussi égal à une constante. Alors ce ne sera pas la même, hein, je vais la noter constante numéro 2. Donc à chaque étude de mouvement de satellite, je vais avoir ce rapport qui aura toujours la même valeur, et la valeur dépend évidemment de quel système de satellite je suis en train d'étudier. Alors en fait, on va se rendre compte dans la suite, et ça on verra ça dans la vidéo sur les mouvements de satellites, eh bien on va se rendre compte que finalement ces constantes, eh bien elles dépendent de la masse de ce qu'on appelle de l'astre attracteur. De l'astre attracteur. Donc si je m'intéresse aux satellites terrestres, eh bien l'astre attracteur, je vais y arriver, c'est la Terre. Si je m'intéresse aux planètes qui tournent autour du Soleil, cette constante, elle, va dépendre de la masse de l'astre attracteur. Dans ce cas-là, l'astre attracteur, c'est le Soleil. Et on va voir donc dans le cours suivant que, en utilisant les lois de Kepler et ensuite en utilisant les lois de Newton, on va pouvoir retrouver la masse de l'astre attracteur. Donc finalement, l'utilisation de ces lois va nous permettre par exemple de calculer la masse du Soleil ou la masse de la Terre. Voilà, ça on verra ça dans une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt.